Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va explorer une idée assez radicale, je vous préviens, qui vient du physicien David Deutsch. La question de départ est vertigineuse. Et si tout ce qu'on a accompli, notre science, notre histoire, n'était en fait pas un sommet, mais à peine le tout début d'une aventure infinie? C'est une question qui remet beaucoup de choses en perspective, oui. On va essayer de décortiquer ensemble notre façon de comprendre le monde. Et on va commencer par un truc qui a l'air tout simple. Comment sait-on, comment est-on si sûr que le soleil va se lever demain? Ah, la question classique. Oui. Et la réponse évidente, parce qu'il l'a toujours fait, et peut-être justement la plus grande erreur qu'on fait tous les jours. C'est tout à fait ça. L'idée centrale de Deutsch, c'est que la connaissance, la vraie connaissance, elle ne vient pas de la simple répétition. Ce n'est pas en voyant des objets tomber encore et encore qu'on découvre la loi de la gravité. Le processus est beaucoup plus créatif. C'est un cycle de conjectures, d'idées un peu folles parfois, et ensuite de critiques impitoyables. Et c'est ce virage-là qui marque ce qu'il appelle le commencement de l'infini. Alors, allons-y. Parlons de ce fameux lever de soleil. L'idée reçue, c'est l'inductivisme. J'observe une chose 1000 fois, j'en conclus une loi générale. Le soleil s'est levé tous les jours, donc il se lèvera demain. Ça semble être le bon sens même, non? Ça semble, oui. Mais c'est une illusion. Deutsch dit qu'on n'a pas appris à voler en observant des millions de chutes. Le futur est souvent radicalement différent du passé. En fait, l'induction a des failles énormes. Déjà, la science fait ses plus grandes percées quand elle prédit des choses qui n'ont jamais été observées. Ah oui. Oui. Prenez la première bombe atomique en 1945. Personne n'avait jamais vu ça. Et pourtant, la théorie a permis de la créer et de prédire ses effets avec une précision terrifiante. Ce n'était pas une généralisation du passé. C'était la création d'un futur totalement nouveau. C'est vrai que c'est très contre-intuitif comme approche. Et il y a autre chose. L'idée même d'une observation pure, ça n'existe pas. Si on voit le soleil se lever dans un miroir, on ne se dit pas « tiens, deux levées de soleil aujourd'hui ». Non, bien sûr. Et pourquoi? Parce qu'on a déjà une théorie sur la lumière, sur les reflets, qui nous dit que l'un est réel et l'autre est une image. L'expérience, sans une théorie pour l'interpréter, elle est muette. Donc même quand je dis le soleil s'est levé, je suis déjà en train d'utiliser une théorie, la théorie qu'il y a des jours, un soleil qui est le même objet à chaque fois. L'observation n'est jamais brute. Précisément. Le vrai moteur, c'est un cycle. On a un problème, on imagine une explication, c'est la partie créative, la conjecture, et ensuite, et c'est le plus important, on la critique. On ne cherche pas à la prouver, on cherche ses failles. Ce qui nous amène à une idée qui, je trouve, change tout, le faillibilisme. Si j'ai bien compris, ça veut dire qu'on arrête de chercher la certitude absolue. On accepte que nos meilleures théories actuelles sont sûrement incomplètes, voire fausses, et que le jeu, c'est de les améliorer, sans cesse. C'est le cœur du réacteur. C'est l'exact opposé de ce que Deutsch appelle le justificationnisme. C'est-à-dire? C'est cette quête un peu désespérée d'une autorité, d'une source suprême, que ce soit les sens, un texte sacré, qui pourrait nous justifier, nous donner une preuve ultime que ce qu'on pense est vrai. Le faillibilisme dit « oubliez la preuve, cherchez l'erreur ». Et paradoxalement, c'est cette humilité qui permet une croissance infinie du savoir. Ok, donc pour résumer un peu crûment, le justificationniste cherche un gourou pour lui dire c'est la vérité, alors que le faillibiliste dit voilà, notre meilleure idée pour l'instant, aidez-moi à trouver où elle se trompe pour qu'on en trouve une meilleure. C'est un peu ça? C'est exactement ça. La critique devient le carburant, pas la validation. D'accord. Donc, si la connaissance c'est une histoire d'explication qu'on invente, qu'est-ce qui fait qu'une explication est bonne et une autre mauvaise? Là, Deutsch utilise un exemple que je trouve génial, le mythe de Perséphone pour les saisons, comparé à l'explication scientifique. C'est l'exemple parfait pour illustrer son critère. Une bonne explication est difficile à varier. Prenons la science. La Terre est une sphère qui tourne sur un axe incliné autour d'un soleil qui émet de la chaleur. Chaque détail est crucial. Oui, Si vous enlevez l'inclinaison de l'axe, il n'y a plus de saison. Si vous changez la géométrie, ça ne colle plus avec le fait que les saisons sont inversées entre les hémisphères. Chaque pièce du puzzle a une fonction. On ne peut rien changer sans que tout s'écroule. je vois. Une bonne théorie, c'est comme une montre suisse, si on change un seul engrenage, elle ne donne plus l'heure. Voilà. Maintenant, le mythe. L'hiver arrive parce que Déméter est triste que sa fille Perséphone soit aux enfers.
C'est une belle histoire, mais elle est incroyablement facile à varier. Hmm. Pourquoi la tristesse cause-t-elle le froid? Mystère. On pourrait dire qu'elle est en colère, ou qu'elle part en vacances sur la Lune. L'explication fonctionnerait tout aussi bien. On peut changer les dieux, les émotions. Les détails n'ont pas de contrainte en fait. Le mythe est une sorte de costume qu'on peut adapter. Il n'a pas cette rigueur. Il n'a pas cette rigueur, exactement. C'est limpide. La force d'une explication, c'est qu'elle est tellement contrainte par la réalité qu'on ne peut pas la tordre dans tous les sens. Et c'est cette recherche d'explications dures qui a allumé la mèche de la révolution scientifique. D'accord, donc on a cette nouvelle vision de la connaissance, mais ça doit forcément changer notre perception de nous-mêmes, de notre place dans l'univers, non? Deutsch s'attaque à des idées très ancrées. Oui, il démolit deux dogmes modernes. Le premier, c'est cette fameuse métaphore du vaisseau spatial Terre. Ah oui, l'idée que la Terre est notre cocon, un système parfait et fragile qu'il ne faut surtout pas abîmer. Une vision romantique, mais selon lui complètement fausse. La Terre, dans son état naturel, est un environnement extraordinairement hostile. Mettez un être humain nu au milieu de l'Antarctique ou du Sahara, il ne survit pas une journée. C'est nous, avec notre connaissance, qui avons rendu la planète habitable pour nous. Exactement. Ce sont les vêtements, l'agriculture, l'habitat, la médecine. C'est la connaissance humaine qui a transformé les matières premières brutes de la planète en un vrai système de support de vie. Et puis, cette idée que la biosphère nous protège. Les archives fossiles montrent que 99,9% des espèces qui ont un jour existé ont disparu. La biosphère est une scène d'extinction de masse en série. Et la deuxième idée qu'il critique, c'est le principe de médiocrité. Cette phrase de Stephen Hawking, « Nous ne sommes qu'une écume chimique sur une planète ordinaire C'est une idée qu'il trouve paradoxalement très arrogante. ». Arrogante. Oui, c'est de l'anthropocentrisme inversé. On se met au centre de l'attention pour se déclarer insignifiant. Mais ce qui rend l'humanité objectivement significative, ce n'est pas notre taille ou notre chimie, c'est notre capacité à créer des explications à portée universelle. Nous sommes des explicateurs universels. Une seule bonne équation physique peut décrire le comportement de la matière dans des galaxies à des milliards d'années-lumière. Cette connaissance, c'est la force la plus puissante de l'univers. C'est un renversement complet de perspective. La connaissance n'est pas juste un reflet du monde, c'est un levier qui le transforme. Ok, ce progrès potentiellement infini, c'est une belle promesse. Mais est-ce qu'on a des exemples concrets dans l'histoire de ces sauts, de ces explosions de potentiel? Absolument. C'est ce que Deutsch nomme le saut vers l'universalité. Et c'est un schéma qui se répète en fait. Un système est développé pour un besoin limité, il s'améliore, et puis, soudain, une innovation le fait basculer dans une capacité quasi universelle. Comme l'écriture? L'écriture est l'exemple parfait. On commence avec des pictogrammes, un dessin pour une vache, un dessin pour une maison. C'est très limité, il faut des milliers de symboles. Et c'est impossible de dessiner un concept abstrait comme la justice ou peut-être. Voilà. Et puis, un jour, arrive l'alphabet. Une invention de génie. Avec une vingtaine ou une trentaine de symboles qui codent des sons, on peut soudain écrire n'importe quel mot qui existe, mais aussi n'importe quel mot qui sera inventé un jour. Le système est devenu universel pour son domaine. C'est un saut qualitatif dingue. On passe d'un système fini à un système au potentiel infini. Et on retrouve ça partout. Pour les nombres, on passe des bâtons ou des chiffres romains pas du tout pratiques pour calculer, à un système de position avec un 0. Et là, avec 10 chiffres, on peut représenter n'importe quel nombre. L'imprimerie aussi, j'imagine, hein? Pareil, on passe des planches de bois gravées pour une seule page aux caractères mobiles de Gutenberg qui permettent de composer n'importe quel texte. Chaque fois, c'est un saut vers l'universalité. C'est peut-être même ce qui est arrivé au code génétique dans l'histoire de la vie. Fascinant. Mais si ce potentiel de progrès est infini, ça veut dire que les problèmes qui vont avec le sont aussi, j'imagine. Comment on doit aborder l'avenir du coup? Deutsch oppose ici deux visions, le fameux principe de précaution, qui est très à la mode, et ce qu'il appelle un peu à contre-courant, le principe d'optimisme. Son principe d'optimisme est très spécifique. Ce n'est pas la croyance naïve que tout va bien se passer. Non, c'est une affirmation sur la nature des problèmes. Il le formule comme ça. Tous les maux sont causés par une connaissance insuffisante. C'est en fait une explication de l'échec. Quand on ne réussit pas à résoudre un problème, ce n'est pas parce qu'il est insoluble par nature, ou que les lois de la physique nous condamnent, c'est juste qu'on n'a pas encore la bonne connaissance. Attendez, je veux bien être optimiste, mais l'idée que tous les maux viennent d'un manque de connaissances, ça me semble un peu rapide.
Face à une catastrophe naturelle, un tremblement de terre par exemple, le problème, ce n'est pas juste la physique brute. C'est une excellente objection, mais Deutsch répondrait que le mal, ce n'est pas le tremblement de terre lui-même. Ça, c'est un événement physique neutre. Le mal, c'est la souffrance et la mort humaine qu'il provoque. Et ça, c'est un problème qu'on peut résoudre avec de la connaissance. De meilleurs systèmes de prédiction, des normes de construction antisismique beaucoup plus performantes, une logistique de secours. Je vois. Donc il n'y aurait pas de maladies incurables en principe, juste des maladies pour lesquelles on n'a pas encore trouvé le remède. C'est exactement l'idée. Aucune loi physique n'interdit de transformer des cellules cancéreuses en cellules saines. C'est juste un problème de connaissance, extraordinairement complexe. L'optimisme, c'est donc de dire que la création de connaissances est la seule voie. À l'inverse, le principe de précaution, s'il est poussé à l'extrême, mène à la stagnation. Et la stagnation, c'est la mort. Il prend l'exemple des sociétés statiques, je crois. Oui, comme celle de l'île de Pâques. Leur civilisation ne s'est pas effondrée à cause de la déforestation en soi. Ce n'est pas le manque d'arbres qui les a tués. C'est leur culture, leurs traditions rigides, qui les ont rendus incapables d'innover face à un nouveau problème. Une société statique est programmée pour gérer les problèmes qu'elle connaît déjà. Face à l'inédit, elle se brise. Alors qu'une société dynamique, Une société dynamique et optimiste survit parce qu'elle s'attend à devoir créer de la connaissance en permanence. C'est sa stratégie de survie. l'optimisme n'est donc pas un sentiment, c'est une posture. Une posture morale et pratique. La conviction qu'on peut créer le savoir nécessaire et que c'est notre seule option viable à long terme. Si on résume, le parcours est immense. On est parti de l'idée que le savoir ne vient pas de l'observation passive, mais de la création d'explications audacieuses, des explications difficiles à faire varier. Et cette capacité à créer de la connaissance universelle, c'est ce qui nous donne une place unique dans le cosmos et qui nous ouvre la voie vers un progrès qui n'a, en principe, pas de fin. C'est ça. C'est la conclusion la plus forte. Nous ne sommes pas les gérants d'un musée fini, condamnés à gérer la pénurie. Nous sommes les pionniers d'une aventure qui ne fait que commencer. Notre seule limite, ce sont les lois de la physique. Et ces lois ne sont pas une prison, elles sont le canevas sur lequel une créativité et une connaissance sans fin peuvent s'exercer. Voilà, le commencement de l'infini. Et ça nous laisse avec une dernière pensée, une question à emporter avec soi. Si tous les maux sont vraiment causés par une connaissance insuffisante, alors ça devrait aussi s'appliquer à nos problèmes moraux les plus profonds. Nos guerres, nos haines, ne seraient pas des conflits d'intérêts insolubles, mais des problèmes de connaissance, des erreurs de compréhension. La question qui reste alors est immense. Quelle est l'explication morale qui nous manque aujourd'hui pour résoudre un conflit qui nous semble totalement sans issue ?